Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais profiter aujourd'hui de cette période de confinement pour répondre à pas mal de vos questions. Donc je vous avais demandé il y a quelques jours de me laisser toutes vos questions sur Instagram et donc voilà, j'en ai des centaines, donc je vais essayer de répondre au maximum. Évidemment, je pourrais malheureusement pas répondre à tout le monde, sinon la vidéo prendrait des heures, mais je vais essayer d'y répondre au maximum. Donc il y a des questions vraiment sur tout, donc ça va paraître un petit peu fouillis, mais bon, je vais essayer quand même de répondre correctement et le mieux possible. Donc hop, alors une question qui revient pas mal de fois, tu as parlé d'un futur home gym en France, peux-tu nous en dire plus? T'es super, grosse force. Bon, merci à toi déjà. Alors effectivement, j'avais parlé déjà de mon futur home gym en France l'année dernière, dans la vidéo où je parlais de pourquoi en fait j'ai arrêté la compétition, pourquoi j'avais décidé d'arrêter, et donc j'étais justement dans ma nouvelle maison, et en fait c'est un projet que j'ai depuis très longtemps, même je pourrais dire que j'ai depuis l'âge de 18 ans on va dire, donc ça fait 20 ans que j'ai ce projet-là. J'ai toujours rêvé d'avoir un vrai home gym chez moi, mais vraiment un truc un peu pro, quoi, que je puisse à la fois m'entraîner tous les groupes musculaires de façon professionnelle et que je puisse aussi recevoir quelques clients en coaching VIP à la maison. Donc voilà, c'est vrai que c'est un truc dont je rêvais depuis une vingtaine d'années et j'ai pu enfin commencer à le réaliser. Et donc si tout va bien, normalement, j'espère cet été, je devrais pouvoir finaliser tout ça, donc avec un méga home gym en France. Et donc pour ceux qui ont vu la vidéo de l'époque, je vous avais montré qu'il y avait un studio qui était attenant à la maison. Du coup, peut-être que dans le futur, je vais organiser justement des coachings VIP et les gens pourront venir rester dormir la nuit s'ils viennent de loin, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être un truc sympa. Donc voilà, en tout cas, tout ça, toutes ces étapes-là, je vous le partagerai dès que je peux rentrer en France et dès que je vais recevoir ce fameux home gym, je vous partagerai toutes les étapes. Salut Julien, est-ce que je dois continuer à prendre ma protéine même si je m'entraîne pas? Donc ça, c'est vrai que c'est une question qui revient assez aussi souvent. En fait, il faut vous dire que justement les protéines, que ce soit sous forme solide ou sous forme en poudre, parce que là je sais pas ce que tu veux dire, si tu veux continuer à prendre tes protéines en complément, ou si tu veux dire est-ce que je dois continuer à avoir la même quantité de protéines même si je m'entraîne pas. Alors je dirais que si c'est une période temporaire pendant laquelle tu vas pas t'entraîner, admettons que ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je te conseille quand même de garder tes protéines dans la journée assez hautes, justement pour ne pas perdre trop de masse musculaire, pour garder au maximum. Limite-toi à 2 grammes par kilo de poids de corps. Quand je parle de 2 grammes par kilo de poids de corps, ça inclut évidemment les protéines solides que tu manges, donc le poulet, le poisson, les œufs, avec tes compléments de whey par exemple, si tu en prends, si tu en as besoin. Par contre, effectivement, si vous arrêtez la musculation pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, là, effectivement, vous n'aurez pas forcément besoin de autant de protéines qu'une personne qui s'entraîne régulièrement. Donc voilà, mais bon, ça serait dommage de s'arrêter autant de temps, mais chacun a ses raisons. Est-ce que dans l'année, tu t'autorises une longue période de repos? Et si oui, combien de temps? Alors, c'est vrai que je parle souvent aussi qu'il faut prendre des périodes de repos environ tous les 3-4 mois, disons une bonne semaine, justement pour créer un phénomène de surcompensation. Donc c'est-à-dire que si vous entraînez trop longtemps de façon trop intense pendant trop longtemps sans prendre de repos, tout simplement vous n'allez pas progresser. Et donc pour avoir ce phénomène de surcompensation et donc encore plus progresser, il faut effectivement faire des périodes de pause ou de repos, je dirais toutes les 3 à 4 mois. Donc ça peut être une semaine de pause complète, ou alors ça peut être tout simplement pour ceux qui sont vraiment, qui peuvent pas se permettre ou qui veulent pas se passer de muscu tout simplement parce que psychologiquement ils en ont besoin, je conseillerais plutôt de redescendre à niveau les charges et puis d'éventuellement faire du full body et puis ne pas aller à l'échec évidemment sur vos exercices, sur vos répétitions, mais à la limite, je conseillerais carrément d'arrêter la musculation pendant au moins 5 jours ou voire voilà, 1 semaine et de faire peut-être un autre sport ou de faire uniquement un peu de cardio léger, modéré, voilà, pas de trucs extrêmes non plus, mais voilà, ça va vous reposer un petit peu justement les articulations et puis tout le reste, et puis ça va vous faire vachement de bien pour repartir et justement pour surcompenser et progresser encore mieux. Donc oui, je m'autorise généralement tous les 4 mois, on va dire, 5 jours de repos complet, où généralement voilà, je fais uniquement du cardio ou d'autres activités. Sincèrement, ça te fait quoi d'avoir réalisé ton rêve? Merci pour tout. Alors, réaliser mon rêve, ça dépend de quel rêve il s'agit, parce que des rêves, on en a toujours plein la tête. Disons que honnêtement, quand je suis parti aux États-Unis,
c'est vrai que j'avais plein de rêves en tête et tout ça, mais je ne m'imaginais pas au début devenir IFBB Pro et vivre de ma passion totalement, d'être bodybuilder professionnel. C'était pas mon rêve absolu, entre guillemets. Depuis que je suis ado, de toute façon, mon rêve c'était effectivement de venir aux États-Unis, de m'y installer, mais de suivre le parcours de Schwarzy, Van Damme, etc. Et du coup, dans ma tête, c'était plutôt mes rêves, c'était plutôt faire du cinéma d'action. Voilà, si tu dis est-ce que tu es content d'avoir réalisé tes rêves, les plus gros rêves, entre guillemets, je les ai pas vraiment réalisés, si c'était ça à la base. Mais voilà, comme quoi, au final, je suis devenu bodybuilder professionnel, IFBB Pro, et je vis de ma passion et j'en suis très très heureux. Et au final, même si je fais pas du cinéma, j'en fais en quelque sorte avec ma chaîne YouTube. Pour moi, c'est quand même génial. Donc je peux vivre de ma passion, faire ce que je veux. Et puis au final, je suis pas dans une émission de télé où on m'oblige à dire certaines choses, etc. Donc là, sur ma chaîne, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Donc c'est ma chaîne à moi et c'est ma chaîne de télé à moi, on va dire. Donc ouais, j'ai entre guillemets réalisé une partie de mes rêves, mais on en a toujours des milliers de toute façon. Donc une fois qu'un rêve est réalisé, on cherche à en réaliser d'autres, etc., etc. Donc c'est jamais fini. Et puis c'est ça qui nous fait vivre et c'est ça qui permet de toujours réaliser de nouvelles choses. Justement, il faut se fixer de nouveaux objectifs à chaque fois, des petits à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc voilà, il y en aura toujours d'autres. De ton expérience, comment se lancer dans le bodybuilding? Alors qu'est-ce que ça veut dire d'abord se lancer dans le bodybuilding? Parce que tu veux dire quoi? Se lancer dans la musculation ou se lancer dans les compétitions de bodybuilding? Parce que c'est deux choses complètement différentes. Donc je ne vais pas redire tout mon parcours parce que ça je l'avais fait dans pas mal de vidéos. Justement, j'avais expliqué aussi dans une vidéo comment j'ai commencé la musculation et pourquoi. Donc je t'invite à regarder celle-là parce que ça sera beaucoup plus détaillé que ici. Mais si tu parles de compétition, je pense que pour commencer les compétitions en bodybuilding, pour ma part, je pense qu'il faut avoir minimum entre 5 et 10 années de pratique. Pour ma part, j'ai commencé les compétitions de bodybuilding après 8 ans de pratique. Donc pourquoi je dis ça? Parce que je pense que c'est le minimum nécessaire entre 5 ans à 10 ans pour acquérir une masse musculaire suffisante pour ensuite te permettre de faire une sèche. Et aussi ça te permet justement d'avoir déjà un bon entraînement bien régulier, planifié et d'avoir aussi une diète bien calculée, bien planifiée. On peut pas se connaître complètement, que ce soit au niveau de la diète, de son corps, comment il va réagir, que ce soit au niveau de l'entraînement ou de la nutrition, en seulement 1 an ou 2 ans de musculation. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est assez bête de faire des compétitions trop jeunes et quand on n'a pas assez d'expérience au niveau de la musculation, d'autant que c'est surtout les 5 premières années, entre les 5 et 10 premières années où on progresse le plus, où on fait le plus de masse musculaire. Donc si vous faites une compétition avant ça, vous allez freiner ce processus justement de développement musculaire et du coup vous allez le stopper en fait par une sèche. Et une sèche, souvent même la première sèche, ça laisse vraiment des séquelles, c'est vraiment très dur. Donc du coup on perd au final beaucoup de temps dans le processus de construction musculaire. Donc voilà, ça c'est mon conseil par expérience. Pour avoir ton lifestyle à Miami, quel type de revenus faut-il avoir? Alors c'est très très délicat, je ne saurais pas comment te dire, mais Miami c'est vraiment... Pour vivre bien, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Vivre bien, c'est-à-dire avoir un appartement avec vue sur la mer, pouvoir manger correctement et sainement, c'est très cher aussi. Avoir une bonne assurance santé, c'est très cher. Voilà, par exemple, mon assurance santé, ça me coûte entre 600 et 800 $ par mois. Voilà, c'est juste pour t'imaginer un petit peu les tarifs ici. Les assurances tout court sont très chères. La taxe foncière ici, c'est beaucoup plus cher qu'en France, c'est 2% du bien. Donc effectivement, ici, les impôts sur les personnes sont moins élevés qu'en France, mais par contre, ils se rattrapent sur tout le reste. Donc au final, l'un dans l'autre, ça te coûte énormément, beaucoup plus cher de bien vivre à Miami que bien vivre en France. Je dirais que pour bien vivre à Miami sans pour autant faire d'énormes excès, je veux dire des trucs comme ça, parce qu'en plus nous on n'est pas vraiment dépensiers, on s'achète pas des fringues de luxe, on s'achète pas, voilà, je me fais plaisir avec les voitures parce que c'est vrai que ça a toujours été ma passion depuis toujours, donc j'avais même fait du circuit à l'époque, tout ça j'en reparlerai parce que j'ai eu des questions aussi là-dessus, mais bon en gros voilà, pour te dire que pour avoir
une vie à Miami correcte, sans pour autant faire d'énormes excès, aller de temps en temps au restaurant, etc., sans trop non plus sortir, parce qu'on ne va pas en boîte, on ne va pas dans ce genre de trucs, tout ça. Je pense qu'à mon avis, voilà, il faut entre 8 et 10 000 dollars par mois à deux pour pouvoir vivre correctement, entre guillemets, sans pour autant que ça soit un énorme excès et tout ça. C'est vrai que si on dit ça en France, entre 8 000 et 10 000 euros en France, on vivra très bien, mais à Miami, on ne vivra pas super bien comme des rois, quoi. Voilà, donc là, il faut se dire, si on veut vraiment bien vivre ici, la vie est très très chère. Alors, question suivante. Salut Julien, quand on fait une journée off pour se reposer, faut-il baisser ses calories? Merci. Alors ben oui, j'aurais tendance à dire qu'évidemment, lorsque tu ne t'entraînes pas, forcément tu dépenses logiquement moins de calories que les jours où tu t'entraînes. Donc oui, je conseillerais d'enlever au moins 500 calories généralement par rapport à tes jours d'entraînement, que ce soit aussi bien en prise de masse qu'en sèche, voilà, pour éviter de stocker inutilement, et puis parce que forcément on n'a pas besoin d'autant de calories les jours de repos. Donc voilà. Peut-on manger de la pomme de terre en diète? Donc j'imagine que tu veux dire en sèche ou en déficit calorique. J'aurais tendance à dire tu peux tout manger tant que tu ne dépasses pas tes calories et tes macros et que tu manges 80% du temps de la nourriture donc saine, healthy comme on dit, complète, non transformée, etc. Donc si la pomme de terre rentre dans tes macros et que tu ne dépasses pas tes macros et tes calories, les macros pour rappel c'est glucides, lipides et protéines, ben oui bien sûr tu peux en manger. Par contre évidemment il va falloir tout peser parce que là les quantités, les portions vont compter énormément. Donc voilà, ça sera en fonction des calories que tu dois manger. Donc effectivement peut-être que tout le monde ne pourra pas en manger. Par exemple, si une personne de 50 kg qui mesure 1m60, ses calories de sèche vont forcément être bien en dessous de quelqu'un qui fait 1m90, 150 kg, 150 j'exagère, 100 kg. Donc forcément, voilà, tout ça, ça se calcule en fait. Donc n'hésite pas à utiliser mon calculateur de calories gratuit sur mon site, rubrique, donc tu verras calculateur de calories et comme ça tu sauras un petit peu ce que tu dois manger pour ta sèche. Salut Julien, aurais-tu pu vivre de la compétition body? Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivre de la compétition body? Si tu penses que être bodybuilder professionnel, c'est uniquement compter sur ses revenus des gains liés aux compétitions, bah là, autant te dire que personne n'en vivrait. Parce qu'au final, quand tu es IFBB Pro, tu n'es pas payé comme dans les autres sports professionnels, comme le golf, le tennis, etc., où tu es payé tout le temps, tous les mois, où tu as des gros contrats, etc. Là, non. En fait, quand tu es IFBB Pro, au final, c'est juste que tu es payé si tu finis dans les 5 premiers de chaque compétition. Mais les gains, franchement, c'est vraiment très, très, très peu. À part pour les Mister Olympia en catégorie Open, où là le premier va gagner jusqu'à 500 000 $, un truc comme ça. Mais voilà, c'est exceptionnel, c'est une personne, c'est une fois dans l'année, et donc voilà, par rapport à tous les risques qu'ils prennent, par rapport à plein de choses, c'est vraiment très très peu si tu compares à un niveau équivalent, un footballeur professionnel qui gagne ça certainement en 15 jours ou 3 semaines, donc voilà, c'est très peu. Donc non, un bodybuilder professionnel ne peut pas vivre uniquement de ses compétitions, donc il vit de ses sponsors, de ses coachings, de ses partenariats en fait, voilà tout simplement. Tes trainings du moment? Alors ben en ce moment en confinement entre guillemets, parce que vous savez qu'à Miami, il n'y en a pas vraiment. Mais bon, étant donné que les salles de sport sont fermées, forcément, je me suis fait mon petit home gym comme vous avez vu. Donc je m'entraîne à la maison. J'essaie de m'entraîner 5 à 6 fois par semaine, on va dire plutôt 5, parce que c'est vrai qu'au final, autant les premières semaines, je m'éclatais, j'étais à fond, autant au bout d'1 mois de s'entraîner toujours au même endroit avec seulement un banc des haltères, on commence un peu à s'ennuyer. Mais bon, j'essaye quand même de mettre de la musique qui motive et tout ça, et oui, j'essaye quand même de m'entraîner bien 5 fois par semaine. Donc voilà, ça c'est mon entraînement du moment. Sinon, au niveau de mes entraînements, généralement je m'entraînais 6 fois, surtout en période de pré-compétition, c'était plus 6 fois dans la semaine. Peut-on perdre du gras et prendre de la masse musculaire en même temps? Donc ça, c'est aussi une question qui revient sans arrêt. Donc c'est possible quand tu débutes, ou disons la première année de musculation, et si tu as une bonne génétique, mais rapidement, au bout d'1 an de muscu, c'est plus possible. Ça serait trop beau d'ailleurs, si tout le monde pouvait prendre du muscle à la fois et sécher, ça serait génial, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que pour prendre du muscle, il faut être en surplus calorique, et pour perdre
perdre du gras ou sécher, il faut être en déficit calorique. Et tu comprends bien que tu ne peux pas être à la fois en surplus et en déficit, sinon tu es à zéro, en équilibre, et donc tu maintiens quoi. Donc voilà, c'est pour te dire qu'au bout de plus d'une année d'expérience, à part si tu as une génétique de demi-dieu, naturellement, on va dire, tu ne peux pas à la fois prendre du muscle et sécher. Donc voilà, c'est très très compliqué. Faut-il prendre de la whey dans son shaker post-training si on ne peut pas manger dans l'heure qui suit? Alors, c'est vrai que généralement, comme vous voyez, la plupart du temps, quand je partage mes vidéos d'entraînement, etc., vous voyez que généralement, je prends ma glutamine ou mon amino recovery juste après mon training parce que je mange dans l'heure qui suit, je mange du solide. Donc en général, c'est voilà, un repas normal à base de blanc de poulet, riz, épinards, etc. Donc du coup, j'ai pas besoin de prendre de whey protein de suite après. Mais effectivement, si tu manges pas une heure après ton entraînement, il vaut mieux prendre de la whey justement post-training. Donc oui, effectivement, je te conseillerais d'en prendre dans ces cas-là. Julien, comptes-tu finir ta vie aux USA ou revenir vivre en France? Alors ça, c'est aussi une question qui revient plein de fois et on y avait répondu déjà en partie dans notre série spéciale expatriation aux États-Unis qu'on avait fait il y a quelques mois où on avait j'avais retracé tout mon parcours depuis que je suis arrivé aux États-Unis il y a un peu plus de 8 ans maintenant, jusqu'à maintenant. Et donc à la fin justement, on fait une conclusion où on répond justement à ce genre de questions parce qu'en fait c'est cette année qu'on va pouvoir justement commencer à faire les démarches pour demander de se faire naturaliser américain, donc d'avoir le passeport américain, sachant qu'on peut avoir la double nationalité. Mais effectivement, il y a des avantages et des inconvénients à ça. Donc ça, à la limite, j'y reviendrai un peu plus en détail si ça vous intéresse. Mais du coup, c'est justement dans ces moments-là qu'on réfléchit énormément justement à notre avenir. Et comme je l'avais dit dans ces vidéos précédentes, en fait, on a fait un peu le tour en plus de 8 ans de ce qu'on voulait vraiment faire aux États-Unis au final. Donc voilà, j'ai réussi à devenir IFBB Pro et à pouvoir vivre totalement de ma passion. Grâce à ça, j'ai pu justement développer ma chaîne YouTube, vivre de ça aussi, avoir des sponsors aussi qui me permettent de vivre, etc. Et du coup, pendant ces 8 ans aux États-Unis, c'était 8 ans aussi où on n'a pas réellement vu notre famille, nos amis, etc. Même si ces dernières années on rentre un peu plus souvent en France, voilà, ça a été justement une grosse période justement de sacrifice où on s'est un peu coupé de notre famille et de nos amis. Donc voilà, arrivé à un moment donné, l'année prochaine j'aurai déjà 40 ans, donc ça veut dire que les parents commencent à vieillir aussi, on a envie d'être plus proche d'eux, plus proche aussi de nos amis, de retrouver nos racines, etc. Donc je vous avouerai que c'est vrai qu'on se pose la question depuis maintenant un peu plus de 2 ans et du coup c'est pour ça aussi qu'on a acheté notre maison l'année dernière dans le sud et que justement on envisage très certainement dans les années à venir de rentrer. Alors après évidemment j'aimerais garder mon appartement ici à Miami, mais ça serait plutôt l'inverse, du coup on resterait plus longtemps en France et on reviendrait ici que pour les vacances ou un truc comme ça. Pour l'instant rien n'est décidé, mais je vois plutôt ça comme ça en tout cas. Et j'ai surtout envie justement de me servir de toute cette expérience que j'ai eue aux États-Unis depuis plus de 8 ans pour développer des choses en France aussi et apporter mon expérience. Voilà, donc j'ai pas mal de projets en tête aussi et que j'aimerais réaliser en France. Donc voilà, il se peut effectivement que dans les mois, les années à venir, on rentre pour de bon, en gardant toujours notre pied à terre ici, bien sûr. Un projet pour le futur, alors ça j'en ai déjà un petit peu parlé. Le projet immédiat, disons, c'est le Home Gym en France. Donc le gros projet qu'on avait depuis 2 ans, on l'a réalisé l'année dernière, donc c'était l'achat de cette maison et dans laquelle je vais faire donc mon futur Home Gym, donc qui est un gros projet aussi. Donc voilà, c'est un rêve que j'ai depuis presque 20 ans maintenant et donc c'est à presque 40 ans que j'ai enfin pu le réaliser. Donc voilà, tout ça je vous le partagerai en tout cas dans les prochaines vidéos et j'ai vraiment très hâte justement de pouvoir vous montrer tout ça en tout cas. Du coup j'ai des questions aussi sur quel budget pour un home gym qui permettrait de se passer entièrement d'une salle. Alors ça aussi j'y répondrai en même temps que je ferai mes prochaines vidéos justement sur mon futur home gym en France. Justement je parlerai de budget, je parlerai de tout ça, mais sachez que quand justement j'ai été étudiant, donc que j'avais 18 ans, j'avais déjà mon petit home gym dans mon studio d'étudiant, mon studio qui faisait 15 mètres carrés, je vous l'ai déjà dit, et donc j'avais acheté un banc qui était collé à mon lit
lit et donc au final je pouvais même pas marcher dans mon studio parce que il y avait un banc et il n'y avait pas de place pour le reste. Et ce banc là c'était vraiment un truc de base, vraiment j'avais payé entre 100 et 150 euros, donc c'était vraiment les trucs premier prix. C'était un banc tout simplement inclinable avec une barre de développé couché et puis j'avais acheté des haltères à côté de ça. Bien sûr c'était pas des haltères réglables, c'était des haltères voilà, à l'ancienne, donc mais grâce à ça j'avais quand même vachement progressé à cette époque et d'ailleurs c'est là où j'ai pris au final le plus de muscles, donc voilà, je m'entraînais quasiment tous les jours dans ma chambre d'étudiant et c'est là que j'ai vraiment beaucoup progressé. Donc même si on n'a pas un gros budget au début, on peut quand même progresser, mais bon, ça je le ferai plus tard en tout cas, lorsque je pourrai rentrer en France et que justement je commencerai à regarder pour organiser mon home gym, je partagerai tout ça avec vous. Que penses-tu des lean gainers? Donc je vous l'ai déjà dit, hein, ce que j'en pensais. La plupart du temps, c'est de la mauvaise qualité où il y a beaucoup de sucre à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'avais fait une vidéo justement comment faire son propre gainer maison. Donc si tu l'as pas vu, va checker tout ça. Donc voilà, je suis pas pour les gainers en tout cas industriels que tu trouves dans le commerce et tout ça, parce que justement il y a énormément dedans de produits transformés, beaucoup de sucre et tout ça pour avoir le maximum de calories, mais finalement c'est de très mauvaise qualité. Donc il vaut mieux le faire toi-même, ton propre gainer, donc avec une bonne whey, avec par exemple de la poudre d'avoine, ou si tu n'en as pas, de l'avoine tout simplement que tu mixes avec, ça peut être des myrtilles, ça peut être une banane, avec par exemple du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, etc. Et tu peux te faire ton bon gainer et voilà, je t'invite à aller voir ma recette de gainer à plus de 1000 calories, donc voilà, ça sera beaucoup mieux qu'un gainer que tu trouveras dans le commerce entre guillemets. Alors bonjour Julien, j'aimerais savoir comment se passe ton sport avec l'opération du dos. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je me suis fait opérer d'une hernie discale, donc que je traînais depuis que j'étais ado, donc qui n'a pas de rapport avec la musculation, contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc j'avais ces hernies discales depuis l'âge de 16 ans et effectivement il y a 2 ans, maintenant un peu plus de 2 ans, je me suis fait opérer parce que ça devenait insupportable à vivre tous les jours, j'avais trop mal, je me bloquais sans arrêt, du coup j'avais décidé de me faire opérer et puis voilà, je ne vais pas raconter encore parce que je l'ai fait déjà pendant de nombreuses vidéos, donc j'avais toute une série de vidéos consacrées à mon opération du dos et les graves complications qui s'en sont suivies, donc voilà, ça a été assez long pour revenir, donc pour retrouver ma masse musculaire que j'avais, mais bon, 2 ans après j'ai quand même réussi au final à retrouver la masse musculaire que j'avais et par contre effectivement les douleurs continuent malgré tout, même si elles sont moindres évidemment, mais j'en ai toujours quand même de temps en temps, donc je fais toujours quand même très attention. Je fais pas évidemment de mouvements de soulevé de terre ou de mouvements qui pourraient me faire mal, même de squat, etc. Donc voilà, je travaille plutôt à la sensation que sur des gros mouvements de base où je risquerais de me faire mal, et lourd aussi bien sûr. Donc là évidemment j'ai pas de machine à la maison pendant le confinement, donc c'est un peu plus difficile, mais sinon voilà, ces 2 dernières années en gros je me suis concentré déjà à la sortie de l'hôpital, je travaillais uniquement aux élastiques et ensuite poids de corps aussi, et progressivement je faisais du full body uniquement sur des machines, en très léger au début, je faisais des circuits training aussi, puis petit à petit j'ai commencé les haltères et puis les barres, etc. Donc ça a été très progressif sur 2 ans, donc voilà, mais j'ai pas repris d'un coup évidemment, c'était impossible, et même maintenant je continue à faire très attention, donc voilà, je sais que j'aurai malheureusement certainement mal à vie, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une bactérie que j'ai chopée à l'hôpital, donc ça s'appelle une maladie nosocomiale, lors de mon opération, donc c'est une infection bactérienne qui m'a grignoté les vertèbres et les disques, et donc pour se reconstituer les vertèbres ça prend des années, et donc là malheureusement ce n'est pas encore le cas, elles sont encore poreuses on va dire, les vertèbres ne sont pas reconstruites totalement et les disques sont quasiment inexistants parce qu'ils ont été grignotés par la bactérie, donc voilà, ça va prendre encore de nombreuses années, mais bon, je sais que je dois m'habituer à la douleur. De toute façon j'avais mal de toute façon avant, j'ai mal après, voilà, mais je fais quand même attention, et puis voilà, je me dis que je peux quand même marcher, presque courir, m'entraîner presque normalement, donc voilà, je vais pas me plaindre quand même. Alors, peut-on prendre de la masse avec seulement des haltères, un banc et la diète qui va avec? Ça, oui, évidemment, puisque c'est ce que j'ai répondu un petit peu par rapport au home gym, justement. C'est pendant cette période-là où j'avais uniquement un banc, des haltères, j'avais aussi une barre.
Ouais, ok. Où j'ai pris le plus de masse musculaire, mais parce que j'étais jeune aussi, j'avais entre 18 et 20 ans, et forcément, c'est à cet âge-là que tu prends le plus de masse musculaire, c'est entre 18 et 25 ans. Donc si tu as un bon entraînement chez toi, avec uniquement des haltères et un banc, tu peux quand même progresser. Si tu suis une bonne diète, etc., et que tu as un entraînement aussi réfléchi, intelligent, et que tu varies aussi ton entraînement, que tu utilises après des techniques d'intensification, etc., de surcharge progressive aussi, oui, tu pourras progresser. Après, forcément, au bout de quelques années, ça va être un peu plus compliqué, mais voilà. J'ai du mal à prendre du poids avec ma génétique, des petites astuces. Alors, oui, hein, tu n'es pas le seul, il y en a beaucoup comme ça qui ont du mal à prendre du poids, même en mangeant des quantités astronomiques et même plus de calories que moi. Donc, je vous l'avais déjà dit une fois, j'ai notamment quelques élèves en coaching particulier qui font dans les 70-75 kilos et qui doivent manger plus de 4 à 5 000 calories par jour pour pouvoir commencer à prendre du poids. Donc sachant que moi 4 000 calories c'est vraiment ma prise de masse à moi, et au-delà je prends du gras. Donc voilà, comme quoi voilà, d'un métabolisme à l'autre il peut y avoir une énorme différence. Donc effectivement il y a des personnes qui en regardant un gâteau elles vont prendre 10 kilos, autant il y a d'autres personnes effectivement qui en mangeant énormément n'arrivent pas à prendre du poids, et il y en a plus que ce qu'on peut penser, parce que tout simplement ils ont un métabolisme extrêmement rapide et ou qui n'assimilent pas les aliments correctement aussi. Donc voilà, la petite astuce, c'est notamment ce que j'avais fait dans une de mes vidéos, notamment le gainer maison à plus de 1000 calories, et donc voilà, ça vous permet entre vos repas solides de vous faire encore plus de calories pour vous aider justement à prendre du poids. Rajoutez aussi un peu plus de tout ce qui est huile de colza par exemple, vous pouvez y aller, sachant qu'une cuillère c'est à peu près 100 calories, donc vous pouvez en ajouter plusieurs dans la journée justement pour vous faire encore plus de calories sans que pour autant ça soit énorme dans vos assiettes. Donc voilà, parce qu'effectivement si vous rajoutez encore plus de calories de glucides comme le riz, les pâtes, les patates douces, pommes de terre, etc., ça fait des grosses quantités. Donc certains ont du mal à manger solide plus que de raison. Donc voilà, la petite astuce c'est ça, c'est d'ajouter des cuillères justement d'huile de colza, huile d'olive, etc. D'ajouter du beurre de cacahuète, beurre d'amande, tout ça aussi qui contiennent beaucoup de calories. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu de compote de pommes à la fin de vos repas par exemple. Enfin bref, il y a plein d'astuces pour essayer d'augmenter les calories sans pour autant que ça vous gave et que vous ayez du mal à finir vos plats justement. Après une sèche, je reste jamais à l'objectif atteint. Un conseil pour l'après-sèche. Alors ça c'est vrai qu'on aimerait tous après une sèche rester sec toute l'année, mais malheureusement si on n'a pas la génétique c'est très difficile. Donc c'est tout simplement quand on fait une compétition et qu'on arrive à son top niveau, on ne peut pas rester indéfiniment comme ça, sinon ça serait trop beau. Et déjà parce qu'une fois qu'on a fait plus de 3 à 4 mois parfois de sèche stricte, de régime strict, on a envie de se relâcher un petit peu, que ce soit à la fois au niveau de l'entraînement, au niveau de la diète, on a envie de manger un petit peu des bons petits plats qu'on n'a pas mangé pendant ces 3-4 mois de régime. Donc forcément dans tous les cas on va reprendre du gras, donc c'est un peu inévitable. Donc après il faut avoir le mental et puis il faut essayer de se dire il faut que je fasse la diète à l'envers, donc c'est-à-dire de petit à petit de rajouter chaque semaine ou tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines en fonction de son évolution 100 calories par exemple. Donc 100 calories c'est quand même assez peu, donc voilà, en gros faire un régime à l'envers, mais c'est pas tout le monde qui arrive parce qu'on est tenté forcément, donc c'est très difficile. En tout cas ne vous lancez pas immédiatement dans une prise de masse juste après avoir fini votre sèche. Je vous conseille d'avoir une période de maintenance d'au moins 1 mois minimum, et je dirais que lorsque votre poids est stable pendant plusieurs semaines d'affilée qui ne bouge plus, là vous pourrez commencer votre prise de masse, mais pas avant, sinon ça va être la prise de gras assurée. Les tatouages sont-ils un frein en compétition de bodybuilding? Il y a pas mal de compétiteurs qui ont des tatouages, hein, et même d'ailleurs Jérémy Bondia que la plupart d'entre vous doivent connaître, celui qui a été 4 fois champion, donc Mister Olympia en men's physique, il a des gros tatouages dans le dos. Donc il existe en fait des crèmes à poser avant le tan qui couvrent les tatouages. Donc du coup ça permet justement de ne pas les voir, et en plus avec le tan par dessus, normalement, logiquement si c'est bien fait on ne devrait pas les voir. Le problème c'est que suivant où c'est situé sur le corps, le fait d'ajouter cette crème plus le tan par dessus, ça va faire
disons, tu vas paraître moins sec. Donc c'est vrai que ça peut être, malheureusement, c'est pas le top du top, quoi. Donc moi j'ai aucun tatouage et malgré tout, si je mets trop de couches de tanne, je m'en suis rendu compte sur pas mal de compétitions parce que j'ai la peau vraiment blanche et qu'il me fallait beaucoup de couches de tanne. Du coup sur scène je paraissais limite flotteux alors que quelques heures avant j'étais vraiment sec et du coup le tanne sur moi ça me va pas en fait avec les lumières etc. Ça faisait une sensation, un aspect un peu flotteux. Donc c'est pas un frein en soi mais disons que c'est pas non plus l'idéal, quoi. Penses-tu déménager de Miami pour un autre endroit aux États-Unis? Alors pour un autre endroit aux États-Unis, non, je pense pas, parce que ça fait déjà 8 ans et demi, presque 8 ans et demi qu'on est à Miami. On adore la vie ici, le lifestyle, la chaleur et tout ça, qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Bon, après on m'a demandé aussi dans d'autres questions pourquoi Miami et pas Los Angeles, la mecque du bodybuilding. Donc en fait, on y est allé justement pendant un bon mois à Los Angeles il y a plusieurs années, justement pour voir si la vie nous plairait là-bas. Et il se trouve qu'en fait, ça ne nous a pas vraiment plu. Donc, effectivement, mis à part le Gold Gym où c'est le rassemblement de tous les bodybuilders professionnels, etc. Le reste, ça nous avait pas forcément plu. On trouve qu'il y avait énormément de trafic. Pour aller d'un point A à un point B à Los Angeles, c'est tout simplement horrible. Pour aller de la ville jusqu'aux plages, par exemple, on peut mettre 2-3 heures dans les bouchons non-stop. On a trouvé ça assez pollué. On n'a pas vraiment aimé plus que ça, à part certains endroits qui étaient sympas, mais Los Angeles en elle-même, on n'a pas vraiment apprécié. Par contre, on a fait San Francisco, Los Angeles, justement par la côte, et là, il y a des paysages vraiment magnifiques à couper le souffle. D'ailleurs aussi, San Francisco, j'avais adoré, mais c'est vrai qu'après, sur la côte qu'on avait fait en voiture, on avait fait ça sur 2-3 jours, c'était magnifique, on s'était arrêté à Big Sur, Carmel et tout ça, c'est des petits coins, mais vraiment paradisiaques, donc là, vraiment, c'est vraiment magnifique. Mais Los Angeles, ça faisait rêver à l'époque, mais au final, en y étant allé plusieurs fois et en y restant et tout ça, j'ai pas vraiment accroché plus que ça par rapport à Miami. Et puis Miami, au final, on a trouvé des salles vraiment aussi exceptionnelles et de meilleure qualité au final que le Gold Gym de Venise, parce qu'au final, le Gold Gym, c'est quand même très vieux, avec des machines très anciennes, c'est pas du super matériel non plus, c'est pas une salle exceptionnelle en fait, c'est pour le mythe, effectivement, pour l'atmosphère qui y règne et tout ça, mais à Miami on a des salles vraiment de très bonne qualité, avec beaucoup de pros qui s'entraînent aussi, une atmosphère vraiment géniale, et puis voilà, je préfère la chaleur aussi de Miami. Alors la chaleur, oui et non. Après l'été, je commence à trouver que c'est insupportable, parce qu'à partir du mois de juin, juillet, août, c'est juste horrible au niveau de l'humidité et de la chaleur. Dehors il fait entre 30 et 35, mais 90% d'humidité, donc on étouffe un peu à l'extérieur, donc voilà. Mais sinon, mis à part ça, il fait entre 25 et 30 toute l'année. La période que je préfère à Miami, c'est l'hiver, parce que justement là il fait chaud, donc il fait toujours entre 25 et 30, mais par contre il fait pas humide, c'est une atmosphère plus sèche, un peu comme on a nous en été en France, donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même assez exceptionnel. Du coup depuis qu'on vit à Miami, on connaît plus les saisons, donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, et parfois on est justement content de retourner un petit peu en France pour retrouver un petit peu les saisons, parce que au bout de 8 ans ça nous manque finalement. Je sais que vous allez me prendre pour un fou, mais ouais, d'être tout le temps en t-shirt, short, claquette toute l'année non-stop, tout le temps la chaleur à fond, au bout de 8 ans vous avez envie de temps en temps d'avoir un peu plus frais, quoi. Mais ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Quels sont tes 3 groupes de rock préférés? Waouh, mes 3 groupes de rock préférés. Alors, pour ceux qui le savent, j'ai été guitariste dans un groupe de hard rock heavy metal pendant des années. À Montpellier, on avait gagné aussi un duel rock. On avait fait après des petites tournées un petit peu partout en France, et c'était vraiment génial. Et du coup, l'inspiration de cette époque, c'était Metallica, Iron Maiden. Après, un 3e groupe de rock, les Scorpions, on va dire. Voilà, 3 groupes que j'adore. Après il y en a plein, hein, mais c'est vrai que voilà, j'aime bien aussi écouter ça pour m'entraîner, ça me motive, je suis à bloc, mais après bon, il y en a tellement plein, mais en gros c'est des morceaux que j'adore la plupart du temps, jouer à la gratte aussi, ça me détend aussi, voilà, j'adore. Ta voiture, c'est une RS quoi? Si tu devais changer ta voiture, tu partirais sur quoi? Alors
Alors, pour ceux qui l'ont pas vu encore, c'est une RS3, donc je l'avais acheté en 2018, donc c'est les nouveaux modèles, c'est une berline, j'avais fait déjà une présentation plusieurs fois d'ailleurs de la voiture, effectivement, je trouve que c'est, pour l'instant, c'est ma voiture favorite parce qu'elle est super polyvalente. On peut s'en servir tous les jours. Tranquille, en mode confort, on n'entend absolument rien, c'est très confortable, on peut faire des longs trajets sans forcément avoir mal au dos, etc. Et puis dès qu'on passe en mode sport, là les valves s'ouvrent, le son est juste monumental, ça envoie, enfin pour moi c'est vraiment une voiture super polyvalente, donc pour tous les jours c'est le top. Pour l'instant, je ne la changerai pas. Voilà. Mais j'ai eu d'autres questions aussi sur la voiture, donc je vais essayer de retrouver. À quand la R8? Ah oui, parce que dans mes stories Instagram, j'étais passé justement chez Audi et j'avais effectivement, il y avait plein de Audi R8 donc dans le showroom. D'ailleurs, vous m'avez dit en France, ça risquait pas d'arriver. Et là, effectivement, il y avait au moins 6 Audi R8 différentes dans le showroom. Donc c'était tout simplement magique et c'est vraiment magnifique. C'est vrai que j'adore, j'avoue, j'adore, mais à choisir, je partirais plutôt sur une Lamborghini Huracan. Mais en tout cas, ça ne sera pas pour tout de suite, ça c'est clair, parce qu'il y a des priorités dans la vie et puis notre gros projet qu'on a pu faire l'année dernière, c'était donc du coup l'achat de la maison. Donc forcément, il y a des priorités, ça, plus le home gym et tout ça, ça va aussi être voilà, un certain budget, surtout si on doit faire des petits travaux, etc. Donc chaque chose en son temps, donc pour l'instant, c'est pas prévu du tout, pas pour tout de suite en tout cas. Donc voilà, mais en tout cas effectivement je suis passionné de voitures et puis voilà, comme je vous l'avais dit, j'avais fait un petit peu de circuit à l'époque et tout ça avec mon frère, des potes et tout ça, donc voilà, ça fait partie d'une de mes passions depuis longtemps, ouais. Alors après, j'ai eu énormément de questions effectivement sur un sujet dont on n'avait pas trop envie de parler jusqu'à présent parce que c'est quand même très personnel, mais effectivement, comme vous voyez à l'arrivée, l'année prochaine j'aurai déjà 40 ans, Marjorie va avoir 37, donc c'est forcément, vous vous posez sans arrêt la question, à quand un enfant, à quand un bébé, quand est-ce que... Alors je suis désolé si ça te gêne ou si tu as déjà répondu, pourquoi vous n'avez pas d'enfant, j'ai plein de questions là-dessus, donc forcément à un moment donné on va être un peu obligé d'y répondre. Donc par où commencer? Alors savoir que quand on s'expatrie aux États-Unis ou ailleurs dans un autre pays, déjà c'est super difficile, c'est un parcours du combattant, comme vous avez pu le voir, je l'ai expliqué maintes et maintes fois. Donc honnêtement, les premières années, entre cette expatriation qui nous a demandé un travail de titan, plus toutes les compétitions, etc., c'était pas du tout dans notre objectif, dans notre tête. Disons, on n'aurait tout simplement pas pu gérer à la fois d'avoir un enfant et de pouvoir gérer cette expatriation et puis cette carrière aussi de bodybuilder, des compétitions, etc. Ça aurait été vraiment très difficile. Les premières années, à vrai dire, on n'en parlait pas trop et puis on n'avait pas forcément le temps du tout, quoi. Et il y a quelques années, malheureusement, Marjorie, donc ma femme, a fait une fausse couche. Donc ça, bien sûr, on n'en a jamais parlé parce que c'est quelque chose de très personnel. Donc voilà, on a eu beaucoup de mal à s'en remettre à l'époque aussi. Et puis donc à la suite de ça, elle a fait des examens parce que ça s'était assez mal passé. Et du coup, on lui a découvert quelques soucis, notamment de trompe bouchée, d'endométriose, etc. Et donc là, le coup près est tombé, entre guillemets. On nous a dit qu'on ne pourrait pas avoir d'enfant naturellement. Donc là, ça a été très dur pour nous d'apprendre ça. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas forcément que des bonnes choses qui nous sont arrivées dans notre vie. On est passé par plein de trucs très difficiles, autant de mon côté quand je me suis fait opérer du dos et que j'ai failli y rester, autant de son côté. Mais en plus, c'est même pas tout, c'est que après, donc on a commencé un parcours PMA. Donc pour ceux qui savent, vous savez que c'est aussi un parcours du combattant, que c'est très dur à la fois psychologiquement, mentalement, physiquement, etc. Donc pour Marjorie, c'est très difficile aussi. Et malheureusement, il y a quelques années de ça, en plus de tout ce que je viens de vous dire, elle a fait ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine, où elle a fait une hémorragie interne et malheureusement elle a failli y rester aussi. Donc elle s'est faite opérer en urgence dans la nuit. Ça c'était à Paris il y a quelques années. Et donc là ça a été horrible. C'est-à-dire que, comment vous dire ça, on me fait rentrer dans la salle
de réveil. Et puis là, je la vois, elle était intubée, encore endormie, avec tous les appareillages, morphine, etc. Et je voyais autour de moi les gens qui venaient d'accoucher, donc les pères qui tenaient leur bébé dans les bras et tout ça. Et là, j'ai été vraiment... ça a été super dur pour moi, quoi. Pour Marjorie aussi, évidemment, mais c'est un truc... ça a été très 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 compliqué. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit bon, on va arrêter ça parce que je préfère ne pas en avoir que tu risques ta vie au final, parce qu'elle aurait vraiment pu y rester. Donc du coup voilà pourquoi depuis ce moment-là, c'est une question qu'on ne souhaitait pas aborder forcément parce que c'est assez compliqué, c'est un parcours très très délicat pour ceux qui connaissent et donc voilà. Donc voilà pourquoi. Donc on espère toujours évidemment un jour, mais ça ne sera pas au risque de sa santé. Si malheureusement on ne peut pas, c'est pas grave, on est tous les deux, on s'aime tous les deux et puis voilà, on est super bien tous les deux. Donc voilà, je préfère à la limite, si jamais ça ne marche pas ou qu'on ne peut pas, qu'on reste comme ça, avec notre petite Angie que vous connaissez, qui est notre petite mascotte à nous, et voilà, puis ça nous a vachement aidé d'ailleurs. Donc voilà pour cette question difficile. Comment as-tu rencontré Marjorie? Ça, je l'ai expliqué dans une vidéo justement, c'était lorsque je parlais de mon expatriation aux États-Unis. J'ai fait une vidéo, comment on s'est rencontrés, donc je t'invite à aller la voir, parce que là, ça prendrait trop de temps si je te le redisais. Donc j'avais fait toute une vidéo là-dessus, donc va checker tout ça. Si tu n'avais pas pu gagner ta vie grâce à la muscu, vers quel métier, domaine serais-tu allé? Waouh. C'est compliqué, parce qu'au final, j'ai fait ça, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie, parce que j'ai fait mes études que sur ça finalement, le sport, la musculation. J'ai fait un bac S comme vous le savez, ensuite je suis parti sur un DUC STAPS, licence STAPS, maîtrise STAPS, master STAPS, préparateur physique des sportifs de haut niveau, brevet d'état haltérophilie, etc. Donc au final c'est toute ma vie, j'ai fait que ça, donc je ne me voyais pas faire autre chose de toute façon que dans la muscu, dans le sport. Donc c'est difficile à répondre à ça. Si, allez, acteur de film d'action, ouais, ça aurait été mon rêve, ça c'est clair. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont déjà vu, j'ai déjà fait quelques apparitions dans quelques films et séries télé. Voilà, vous pourrez regarder, j'en avais déjà parlé une fois, mais ouais, ça serait mon rêve dans le futur. Si un jour j'ai l'opportunité, ouais, j'aimerais bien. Donc tes projets, j'ai déjà répondu plus ou moins. As-tu pensé à lancer ta propre gamme de compléments alimentaires? Ça aussi j'y ai pensé, ça fait très longtemps que j'y pense. C'est quelque chose qui est vraiment très très difficile. C'est clair qu'il y a énormément de normes, etc. C'est assez compliqué, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire dans le futur. Mais j'aimerais faire un truc vraiment fabrication française, tout fabriqué en France, matière première aussi. Donc après c'est vrai que là le problème c'est que c'est difficile d'être compétitif lorsque l'on fait fabriquer en France, lorsqu'on a les matières premières en France, etc. Mais bon, j'essaierai quand même, de toute façon, c'est vrai que c'est un objectif que j'ai depuis plusieurs années. Donc à terme, ouais, j'aimerais bien avoir ma propre marque de compléments fabriquée France, tout fait en France. Donc ouais, j'aimerais bien dans l'avenir, effectivement. Sans rentrer dans les détails, sur quels éléments te bases-tu pour créer nos programmes perso? Donc ça, c'est pour le coaching personnalisé que tu me parles. Donc là, je fais remplir un questionnaire à chacun de mes clients, de mes élèves. Donc dans le questionnaire, en général, tu dois remplir forcément ton âge, ta taille, ce que tu fais dans la vie, ton niveau d'activité, tes mensurations, ton taux de masse grasse, etc. Donc il y a tout un questionnaire une dizaine de pages à me remplir. Il faut m'envoyer également tes photos, etc. Donc, et avec tout ça, après, on peut discuter ensemble aussi sur Skype ou autre pour connaître un peu mieux, te connaître un peu mieux, connaître mieux tes objectifs, etc. Et donc, à partir de là, c'est comme ça que j'établis ensuite les programmes personnalisés. Et voilà, on fait un bilan chaque semaine pour voir ton évolution, pour voir tes mensurations, comment elles évoluent, etc. Et puis là, je réajuste justement que ce soit ta diète ou ton programme d'entraînement en fonction de ton évolution. Donc voilà comment ça se passe pour le coaching. Donc pour ça, vous allez voir sur mon site juliencaglirini.com. De quoi es-tu le plus fier dans ta vie? Le plus fier
Est-ce que c'est le plus fier ou le plus heureux? C'est difficile à dire. Moi je dirais que c'est la rencontre avec ma femme, avec Marjorie au final. Parce que je trouve que c'est formidable de pouvoir travailler 7 jours sur 7, d'être 24 heures sur 24 avec la même personne, donc de pouvoir en profiter à fond et de pouvoir partager aussi sa passion malgré tout. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient pas se supporter ou travailler ensemble et qui ne se voient au final que très peu parce que l'un rentre tard le soir et que je sais pas, il y a les petits à la maison, etc. et qu'au final ils peuvent pas profiter ensemble. Et je trouve que voilà, c'est une chance quand même de pouvoir bien s'entendre et pouvoir passer beaucoup de temps ensemble tout en s'entendant super bien, etc. Donc voilà, pour moi, ouais, j'en suis fier et c'est une belle réussite en tout cas. Bon ouais, les amis, je crois que j'ai répondu quand même à pas mal de questions. J'en ai encore des centaines, mais le problème c'est que la vidéo, je sais pas combien elle fait là, mais elle dure déjà très longtemps. Donc voilà, on va s'arrêter là et puis s'il y a d'autres questions, j'essaierai de faire plutôt des lives sur Instagram parce que sinon là la vidéo elle va durer 2 heures, donc voilà, je sais que ça va être beaucoup trop long, donc j'essaierai de faire des lives plutôt sur Instagram où j'essaierai de répondre justement à un peu plus de questions. Bon voilà les amis, en tout cas je vous souhaite bon courage pour la fin de ce confinement qui, je l'espère, va bientôt se terminer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Ajoutez-moi aussi sur Instagram et on se retrouve très bientôt les amis. Merci à tous, bye bye.